Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui de retrouver, puisque c'est pas la première fois que je te vois, chez Cosa Vostra, Laure Bouguen. Salut Laure. Salut. Alors Laure, tu as fondé, on parle de là dans un épisode de Early Stage, donc il n'y a pas si longtemps que ça, une start-up, Ouais, alors nous, on ne se définit pas tout à fait comme une start-up. Pourquoi ? Parce que souvent, on dit que c'est une entreprise qui doit être capable de scaler. Or, nous, le coût d'acquisition d'un client et le coût d'acquisition de 1000 clients, malheureusement, il n'est pas divisé par 1000. Il est plus ou moins le même, en fait. Donc, on a peu d'effets d'échelle là-dessus. Donc, pour moi, on n'est pas tout à fait une start-up. On est une entreprise de cosmétiques. Ça fait 4 ans. D'accord. Donc, c'est finalement assez vieux pour ceux qu'on appelle les start-up. Ouais. Tu restes quand même en early stage, en tout cas, et la raison pour laquelle je te vois ici, c'est que t'es vraiment, on sent à l'aube de ton boom, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a un avant-après, mais avant de rentrer dans tout ça, parce que j'ai même pas encore cité le nom lors de ta boîte, qui s'appelle Ocaran, donc. Exactement. C'est H-O. H-O-K-R-A-N, donc Ocaran, qui est la prononciation française. Après, la prononciation bretonne, c'est Ocaran. J'essaye de te la faire bien parce qu'on se fait reprendre sur les réseaux sociaux de temps en temps, la culture bretonne étant extrêmement forte. D'accord. Je reçois parfois des vidéos de personnes qui parlent breton qui m'expliquent comment bien prononcer. Donc voilà, je te l'ai fait à la bretonne, mais bon, Ocaran, entre nous. Ocaran, bon, entre nous. Il y aura des bretons entre nous aussi. Mais je pense que toi et moi, en ce moment, peut-être qu'ils nous écoutent. J'espère qu'ils m'écriront aussi d'ailleurs. Très, très bien. Bon, en premier, c'est l'usage. Je te propose de te présenter, Laure. Oui. Donc, je m'appelle Laure, j'ai grandi en Bretagne à côté de Rennes. J'ai atterri à Nantes dans le cadre... C'est bordure Bretagne, quand même, Rennes. Alors, c'est pire ce qui va arriver parce que j'ai atterri à Nantes, qui est, bon, suivant ta définition de la Bretagne dedans ou pas, dans le cadre de mes études dans une école de commerce qui s'appelle Audencia. Donc, c'est une école où tu fais pas mal de stages, de choses comme ça. Et puis, moi, dès le début, j'avais assez rapidement envie de créer ma boîte. Donc, j'ai fait tous mes stages un petit peu en fonction dans une agence de design spécialisée cosmétique à Paris, en finance chez Chanel, d'abord à Paris, puis à Dubaï. Et puis, je suis revenue à l'école après l'Erasmus, le plus court du monde. Et je suis revenue en major entrepreneuriat. Et pourquoi le plus court du monde ? 7 semaines. D'accord. Birmingham. D'accord. Ouais, je déconseille. C'est pas... T'as pas plu l'endroit, d'accord. Non, mais c'est ça qui m'a permis en fait de partir ensuite avec Chanel à Dubaï parce qu'il me restait 6 mois de libre. Okay. Et donc je leur ai dit, je suis dispo. À Paris, j'avais participé à la mise en place de la BI, la Business Intelligence. Dubaï, un marché qui explosait, mais qui n'était pas structuré. Donc, ils avaient besoin, sur le côté contrôle de gestion, d'un peu de feedback là-dessus. Et puis, il y avait le défilé à ce moment-là, Paris-Dubaï. Donc, c'est un peu improbable parce que Dubaï a ce côté très, très capitaliste, très show-off, qui est finalement assez aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'avais surtout envie de m'éloigner de ça. Mais j'ai pas mal appris et je suis revenue, du coup, à Audencia en major entrepreneuriat. Et en fait, la majeure est construite autour des projets. Donc moi, j'ai proposé le projet Ocaran, cosmétique à base de chanvre. Et puis, il y a des étudiants qui ont bossé avec moi pendant 4 mois dessus, de septembre à décembre 2014. Et en janvier 2015, j'ai fait « Non, mais moi, je ne fais pas de stage de fin d'études, c'est pas possible. J'ai déjà bossé suffisamment. Voilà, moi, je veux continuer ce projet. » Donc, en fait, j'ai pris le tout jeune statut étudiant-entrepreneur. Et donc, j'ai fait un stage dans ma propre entreprise pour me permettre de lancer le projet. T'es encore un peu stagiaire de ta boîte, quoi, en fait. Eh bien, j'ai été 6 mois officiellement stagiaire de ma boîte. Ce qui avait, stagiaire CEO. Et surtout, j'ai pris un stagiaire. C'était des stagiaires comme moi, j'ai des stagiaires. Et ensuite, j'étais officiellement diplômée et lancée. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de rupture. Je me suis pas vraiment rendu compte que j'avais lancé une boîte. En fait, ce qu'il faudrait quand tu es stagiaire de ta boîte, c'est pouvoir embaucher quelqu'un qui n'en est pas un comme ça et devenir son stagiaire. Non, ce serait Et d'accord, donc c'est ton stage de fin d'études. Exactement. Ok, c'est un peu prolongé, quoi. Ouais, de quelques années. Et donc, t'es arrivé alors de Rennes à Nantes. Ça fait quelle distance, Rennes-Nantes ? En train, c'est 1h15. Ok. Quand il n'y a pas de travaux.
D'accord. Et tu débarques à Nantes, tu fais tes études, donc tes allers-retours, Angleterre, Dubaï, etc. Ouais. Et quand tu présentes ça en projet de Master 2, donc, tu dis quoi ? Tu dis c'est une marque de cosmétiques ? En fait, non, c'est le chanvre. Pour moi, le chanvre va sauver la planète. D'accord. Donc, c'est vraiment une conviction profonde qu'on peut changer la manière dont on consomme et la manière dont on produit par cette plante. Donc, ça commence par la cosmétique pour plein de... Le chanvre, hein, qui est le cannabis. Hein, exact. En fait, alors, c'est quoi la différence ? La plante s'appelle Cannabis sativa. Ça vient de la grande famille Cannabaceae. Dedans, tu as le houblon et le cannabis. Mm-hmm. Ensuite, tu as plusieurs genres de cannabis. Donc, tu as le sativa, le indica et le ruderalis, qui est un petit peu moins connu, qui est un hybride. Nous, en France, on cultive le sativa. Et ensuite, tu as une vingtaine de variétés qui sont légales en France. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent moins de 0,2% de THC. D'accord. Tétrahydrocannabinol, la molécule qui donne des effets psychotropes. D'accord. C'est vraiment rien de 0,2%. Et en fait, nous, on l'appelle communément chanvre parce que la manière dont on le cultive en France, c'est généralement en grand champ pour transformer la tige, la graine. Ensuite, si tu le cultives en indoor, donc à l'intérieur avec une pression lumineuse, ou si tu changes de variété, tu as des plus petites tiges et des grosses fleurs. Et à ce moment-là, c'est là que tu peux avoir un usage soit médical, soit récréatif. Toutes les fameuses lampes à sodium, les serres, voilà, tous les reportages qu'on a pu voir, etc. Mais en fait, ils mettent des lampes. Pourquoi ? Pour justement exercer cette pression lumineuse qui va dégager l'énergie, non pas au lieu de que la tige parte très très haut, elle va donner toute son énergie à la fleur. Et donc, c'est comme ça que tu peux avoir des cannabinoïdes. Et on parle tout le temps du THC parce que c'est celui qui est le plus récréatif, il est psychotrope. Donc, c'est celui qui est à la fois diabolisé et aussi apprécié par certains. Mais en fait, tu as 80 cannabinoïdes. On commence à parler du CBD, cannabidiol. Ce qui mettent dans des cigarettes électroniques, je crois, non ? Alors en fait, tu peux en mettre dans tous les produits de bien-être. Donc en effet, les liquides qui sont plutôt des substituts au tabac, mais tu peux en mettre également dans la cosmétique pour les effets antioxydants. Tu peux l'utiliser en alimentation, en récupération pour les sportifs. Donc c'est vraiment un peu un super ingrédient hyper complet. Et puis tu as 80 autres cannabinoïdes qu'on souhaite étudier. Tu es devenue une grosse experte en fait. Tu es obligée par la force des choses, on ne te pose des questions que là-dessus, non ? C'est ça ? Oui, non, alors déjà c'est une vraie passion. Et donc certes, t'apprends pas... Enfin moi, j'ai rien appris à l'école. En vrai, je veux pas du tout déprécier l'école que j'ai faite, mais c'est un peu pareil. T'apprends sur le terrain, t'apprends dans les livres, t'apprends en faisant. Et donc le cannabis, je l'ai appris en pratiquant, entre guillemets, parce que c'est pas la pratique qu'on connaît ici en France. Mais évidemment, ça fait marrer, hein, parce que je sais pas, en pratiquant, c'était pas à l'école, donc dire avec tes cheveux roses, etc. Donc je fumais des joints en l'école, et puis j'ai beaucoup pratiqué, je suis devenue très forte. C'est marrant parce que tout le monde me demande, mais en plus je fume même pas. Donc, d'accord, t'as jamais fumé ? J'ai déjà essayé, évidemment. Ouais. Et puis tous tes potes en soirée, ils veulent absolument que tu fumes parce qu'ils disent tu peux pas être dans le cannabis et ne pas fumer. Ouais. Mais moi, ça ne m'apporte personnellement rien, donc c'est pas l'utilisation que j'en fais. Par contre, une utilisation dans le bien-être ou dans le médical, qui est malheureusement encore extrêmement contrainte en France. Là, la NSM a rendu un avis favorable le 26 juin, donc on est dans les procédés pour pouvoir avoir une expérimentation médicale. Mais ça, c'est un champ qui m'intéresse énormément. C'est comment est-ce que tu peux changer les choses sur la manière dont on consomme des médicaments. Et après, ce qui m'intéressait, c'était également en termes de transition écologique, comment est-ce qu'on peut utiliser le chanvre, qui est une des plantes les plus intéressantes, parce que de la racine à la fleur, tu peux tout faire. Elle pousse en quelques semaines avec très peu d'eau, pas d'intrants, donc pas de pesticides, contrairement au coton, par exemple. Et derrière, tu vas faire du textile. C'est presque une mauvaise herbe, quoi, en fait. En fait, c'est une sorte de mauvaise herbe. On l'appelle l'algue de terre parce qu'elle pousse toute seule. Et derrière, tu as un millier d'utilisations. Mais c'est comment est-ce qu'on remet le champ ? Parce qu'on avait... J'en ai beaucoup qui poussé par hasard sur ma terrasse. Tu vois, j'y suis pour rien. Et non, je déconne. Je comprends plus bien ce one bud. Voilà. Non, c'est en cultiver. C'est ce que j'ai répondu quand ils sont arrivés à 8 gendarmes. J'avais non. Du cannabis, je savais. C'est pour faire des produits de beauté. Non, mais il y en avait partout avant. Et en fait, quand tu me demandes pourquoi, moi, donc, mes grands-parents cultivaient le chanvre, mais comme plein de gens, en fait. Parce que si tu prends, soyons dans les extrêmes, mais un bateau napoléonien, le calfeutrage est en chanvre, les voiles sont en chanvre, les cordages sont en chanvre, ils mangent du chanvre. Il y avait du chanvre partout. Quand on remonte, les premières bibles étaient imprimées sur du chanvre. La médecine traditionnelle chinoise est quand même très intéressée par le chanvre. Donc,
quand tu remontes un peu l'histoire de la plante, tu te rends compte qu'on a eu un petit vide intellectuel à partir des années 30, là où il y a eu la prohibition aux États-Unis et on n'a pas compris la plante et on l'a diabolisée. Et maintenant, c'est comment est-ce que tu remplaces les plastiques, les nylons, les huiles hydrogénées en alimentation qui sont hyper saturées en oméga 6, les médicaments, certains peuvent être substitués à des plantes naturelles. Donc, c'est comment est-ce qu'on repense un peu la manière dont on consomme et dont on produit. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que pendant des millénaires, voire des dizaines de milliers d'années, le chanvre était la base de beaucoup de choses. Et puis, il y a eu une forme de prohibition donc, aux États-Unis, notamment. Qui était un mouvement raciste à la base. C'était, quand on parle de marijuana, c'était le mot qui était utilisé pour stigmatiser les populations afro-américaines et portoricaines en disant c'est la drogue de ces populations-là et ça pervertit l'homme blanc et la femme blanche. C'était vraiment un mouvement extrêmement raciste. Et c'est pour ça, encore historiquement, quand tu regardes les prisons américaines, elles ne sont pas remplies de blancs quand on parle du sujet du cannabis. Et du coup, nous, on a récupéré cette vague américaine de diabolisation. Et il y a 2 pays dans les années 70 qui ont refusé d'arrêter la culture du chanvre, ce que demandaient les États-Unis, c'est la Chine et la France. Et donc, c'est pour ça que la France est historiquement le premier pays producteur de chanvre en Europe. Donc, du coup, là, quand tu dis arrêter, les États-Unis demandaient à tout le monde d'arrêter. Jusqu'en début 2019, janvier, avant que le Farm Bill passe, le chanvre était encore illégal aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des États comme la Californie qui a légalisé l'usage récréatif ou médical, mais le chanvre, donc le cannabis à 0,2 ou 0,3 là-bas de THC, était interdit. Donc il y a eu une sorte de mélange permanent entre le THC, le chanvre, le CBD, on a tout mis là-dedans, on a dit tiens ça se fume, ça défonce les gens, donc on interdit tout, on s'emmerde pas, c'est ça ? En fait, au lieu de réfléchir et prévenir l'usage de l'homme, on a stigmatisé une plante, mais c'est pas la plante le problème, c'est l'usage qu'en fait l'homme. Et donc c'était plus facile de tout bannir. Voilà, c'était une solution de facilité. D'accord. Ça reviendrait à bannir la voiture parce qu'il y a trop d'accidents de voiture, par exemple. Exactement. Okay. Très bien. Et toi, tu es arrivé. Et alors, pourquoi tu commences ? On a l'impression que tu es assez passionné par cette plante, mais comment et pourquoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, mais évidemment, hein, l'histoire, elle est forcément, on se dit, c'est forcément un soir en fumant des pétards avec des copains. Donc, c'est pas ça, du coup. Je suis déçu. Je sais pas, il y a des choses qui sont dures parfois. Je pense que c'est une accumulation de directions et de signaux faibles où tu te dis, oui, c'est ça. Après, s'il y a un moment plus déclic que d'autres, j'avais vu un reportage que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs, qui était soit Zone Interdite ou Capitale, quelque chose comme ça, quand j'avais 18 ans, j'étais en terme. D'une petite nana en Californie qui faisait des shampoings à base de cannabis et elle faisait ça dans son garage avec ses parents, elle faisait bosser toute sa famille et je dis ça c'est vraiment cool mais par contre ça n'avait pas traversé l'esprit que je pourrais être entrepreneur. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je viens d'une famille classe moyenne hyper basique et il se trouve que... C'est quoi tes parents ? Ils font quoi ? Oui. Ma mère était conseillère dans les assurances. D'accord. Et mon père travaillait à la SNCF sur toute la partie entretien des voies. Ah oui, donc déjà, école de commerce, ils ont dû te regarder en disant, mais tu sais quoi tu vois, faire une prépa, c'était vraiment bien, tu vois. Moi, j'avais toujours été très bonne élève, je correspondais bien au moule du système scolaire, j'ai eu cette chance-là de rentrer pile dedans, et donc ça allait bien pour moi. Et donc, quand je suis arrivée en termes, les profs, c'était évident, Laure, faut qu'elle fasse une prépa, c'était un peu la route tracée, et du coup, je l'ai fait, une prépa, ça s'appelle les prépas ECS, HEC, voilà. Et puis, là, j'ai un peu souffert. Parce que c'est la première fois de ma vie que c'était pas facile. C'est ça, je crois que le trip de la prépa, que ce soit maths... après, j'exagère quand je dis que j'ai souffert, parce que j'ai beaucoup profité, je suis beaucoup sortie. Pour le coup, là, je suis pas rentrée dans le moule, j'ai pas fait vraiment ce qu'on attendait de moi en prépa, mais parce que j'ai eu le choc d'arriver, de me dire, putain, va falloir que je bosse, merde. Je pensais que ça allait être simple toute ma vie, mais non, là, faut bosser. Notamment les mathématiques, j'ai eu une claque... première fois de ma vie que j'avais des mauvaises notes, tu vois. Genre, c'était dur. Je pense pour l'ego, mais c'était bien, c'était une bonne blessure de l'ego. Ça m'a... Maintenant, je regrette. Je me dis, putain, je me suis pas battue, quoi. C'est hyper dur d'avoir des... On a eu, avec Héloïse notamment, de Top là, cette discussion sur les mathématiques, mais c'est hyper dur
de se prendre des bâches en maths quand t'es bon, parce que en fait t'as l'impression que tu masters le game, quoi. T'es un peu au-dessus du truc, c'est bon les maths, tu vois, j'ai coché la case. Et en fait quand t'arrives sur des trucs, bon alors après j'ai aussi eu Cédric Villani, donc dans l'esprit je pense que je master pas le game, mais en effet dès que t'arrives sur un niveau où tu comprends plus, où t'es largué, alors que tu sais qu'il y a une sorte de logique et que tu devrais comprendre. Non mais en plus je suis arrivée au premier cours et tu sais moi je venais d'un lycée public pas forcément hyper favorisé. Et là, j'arrive donc avec des gens qui venaient d'un autre univers, et tu arrives au premier cours et tout le monde connaît tout. Et tu les regardes, tu fais, mais pourquoi moi, j'ai pas eu ça dans mon programme scolaire, quoi. Pourquoi, comment ils savent déjà tous ces trucs logiques et du coup, je pense la première fois que j'ai eu conscience que, non, en fait, on n'est pas égalitaire sur les chances, quoi. Alors, j'en avais conscience quand même d'une autre manière, mais voilà, bon. Ta prépa, elle était à Nantes, du coup ? Non, elle était à Rennes. D'accord. Chateaubriand, lycée Chateaubriand, très bien, hein, c'est une super prépa. Donc, je voulais pas forcément aller à Nantes. Moi, j'avais envie de partir loin, mais bon, je suis pas allée très, très loin. Et Audencia était une super école également. Enfin, voilà, Et donc, t'as eu une sorte de prise de conscience de... Et oui, pour revenir au vrai sujet... franchement, je pensais pas du tout me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais pas tilté que c'était possible de le faire. En fait, ça m'avait juste pas traversé l'esprit. Et quand je pitchais les écoles, notamment à Audencia, je leur ai dit je voulais que tu ailles dans la production artistique, parce que je fais pas mal de danse, donc c'était le genre de sujet qui me plaisait, où j'avais même parlé de la mode et des défilés, alors que quand je suis allée sur l'organisation du défilé Paris-Dubaï, je peux dire que j'avais plus du tout envie de travailler dans les défilés. Et puis, en fait, le déclic de l'entrepreneuriat, ça a été, ils m'ont rappelé en plus quand je suis allée faire mon stage dans l'agence de design. Je leur ai déjà dit, moi, j'aimerais bien un jour faire des cosmétiques à base de chanvre. C'est pour ça que je suis là. Et il y a un concours qui s'appelle le MOVJ, le mouvement des jeunes entrepreneurs, où en gros, tu déposes un business plan. Et il se trouve qu'en deuxième année d'Audencia, on avait un cours d'entrepreneuriat. J'avais fait un business plan sur une cosmétique à base de chanvre. J'étais avec un groupe, personne n'avait forcément trop envie de bosser, donc j'ai dit vous inquiétez pas les gars, j'ai une super idée. On va faire des cosmétiques au chanvre. Et là, on s'était pris une vraie sale note et le prof avait un peu bâché le projet et j'avais pas compris, tu vois. Deuxième blessure d'ego. Et comme j'ai pas compris, quand j'ai vu le MOVJ, j'ai déposé le business plan en me disant j'aimerais bien avoir un retour de professionnel pour qu'on m'explique pourquoi c'est pas une bonne idée. Ouais. Et c'est Arnaud Le Gall. Un deuxième avis, quoi. Ouais. Et donc, je suis allée... le projet n'a pas du tout été retenu. Mais moi, je suis allée à cette grande soirée, je ne sais plus dans quel théâtre parisien, où il n'y avait que des jeunes de mon âge, qui étaient sur scène en train d'expliquer qu'ils avaient monté une boîte, qu'ils avaient tant d'employés, qu'ils faisaient ci et ça. Et je dis, putain, si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Tu vois, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que eux qui puissent le faire. Et sauf que je ne savais pas à qui parler. C'est déjà une dynamique entrepreneuriale. Je veux dire, dans l'état d'esprit, il y a des gens qui voient d'autres personnes de leur âge comme ça, qui l'ont fait, qui se disent, qui déjà se disent, moi, je ne l'ai pas fait. Le fait de se dire, ils l'ont fait, donc je peux le faire, c'est que tu rentres dans un truc où tu te dis, en fait, Steve Jobs, il a fait, c'est fantastique, mais bon, Steve Jobs, il est comme toi et moi, il a une tête, il a de la matière grise, il a des yeux... c'est les fameux rôle modèles. Ouais. Et sur scène, c'était Arnaud Le Gall, le rédac en chef des Échos, qui faisait la présentation, qui est breton. Et du coup, à la fin, j'étais descendue le voir, parce que c'est la seule personne, en fait, que j'arrive à identifier. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai une idée, je veux faire des cosmétiques au chanvre. Et donc, il avait été hyper sympa, hyper enthousiaste. On avait fini avec un whisky dans chaque main à discuter de comment est-ce qu'on allait mettre du chanvre en Bretagne. Et là, j'étais partie. Là, on ne pouvait pas m'arrêter. Et c'est marrant parce que alors donc du coup on échange et j'ai devant moi toute une série de produits que tu m'as apportés. On va en parler, mais c'est vrai que c'est très alors c'est très marketé, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on est toujours sur le fil. Ce qui est intéressant en termes de produits marketing, c'est que tu es sur du chanvre, mais tu affiches quand même une belle grosse feuille de canna au milieu, donc il y a toujours on est forcément sur un truc de chanvre. Ouais. Enfin, il y a quand même un truc qui s'appelle Canna Booster Detox et Canna Booster Reboot devant moi, donc c'est pas marqué chanvre booster ou tu vois. On est toujours un peu sur cette espèce de fil un peu provoque ou qui fait aussi que c'est un produit sympa et clivant. C'est pour ça aussi probablement qu'il y a des gens qui te bâchent, qui se disent, qui doivent se dire, ça c'est de la bœuf, c'est de la drogue ou je sais pas quoi. Et puis... Ça reste de la provocation de première de la classe, tu vois. C'est pas non plus totalement transgressif. Et puis on est sur des produits de soins. Moi, le message que j'essaye souvent de faire passer, c'est le chanvre, le cannabis, c'est la même plante. Donc, en fait, on parle de chanvre bien-être, mais on pourrait parler de cannabis bien-être aussi. Et on a un tel imaginaire, et spécialement en France, autour de la fumette, que ça va prendre
prendre du temps, en fait, à ce que les gens arrêtent de rigoler, arrêtent d'être choqués quand ils voient une feuille ou le mot cannabis. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on a bercé, on a été élevé dans cette feuille, tu la vois sur un drapeau, je veux dire, a priori, tu as beaucoup de chance, si tu mets ce drapeau au-dessus de ta voiture, de te faire arrêter par les douanes ou les gendarmes au premier rond-point. Tu vois, c'est quand même associé à quelque chose. Tu pourrais dire c'est à base de chanvre, mais pas de mettre cette. Mais bon, c'est aussi peut-être un message que tu veux faire changer. Mais et au niveau de l'odeur et de, alors c'est similaire également ou... Ah bah oui, c'est la même plante. J'ai pas là avec moi l'huile essentielle de chanvre, mais tu retrouves clairement l'odeur de la fleur de chanvre. Et nous, on a travaillé sur 4 parfums, parce qu'en fait, là, on se parle en septembre, on est en train de switcher sur une nouvelle identité, une nouvelle formulation. Enfin, on a beaucoup retravaillé la gamme, et du coup, on a maintenant 4 parfums, et on part des terpènes, donc c'est les molécules olfactives de la plante qu'on va aller un peu retravailler pour créer notre propre interprétation de l'odeur du cannabis. Ok, alors on va revenir là-dessus, mais d'abord revenons au tout début en arrière. Quand tu fais ce stage, du coup, tu prends des stagiaires de ton école avec toi? Non, il y avait une école de commerce de Nantes, mais pas Audencia. Il y avait quelqu'un sur la partie design. Et donc tu fondes une boîte, tu crées une SARL, SAS? En fait, le stage a commencé en janvier. J'ai créé la boîte le 15 mai parce qu'il fallait que je commence à payer mon laboratoire. Et du coup, il fallait que j'ai une structure juridique. C'était peut-être une erreur, parce qu'en fait, j'ai tardé à vendre. Ouais. On a la problématique en cosmétique, c'est qu'on a un BFR qui est extrêmement long. Le BFR, donc c'est le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que tu investis évidemment un peu de recherche pour les laboratoires que tu dois payer pour les huiles essentielles, les odeurs, tu vas me raconter, j'y connais rien. La R&D, c'est 9 mois en fait. Entre le moment où tu penses un produit et le moment où il sort sur le marché, il se passe 9 mois. Et j'aurais pensé que c'était plus, d'accord. En fait, les grands groupes, les L'Oréal et compagnie, ils vont te dire 2 ans, mais parce qu'ils ont des process en interne qui sont beaucoup, beaucoup plus longs. Moi, j'ai tendance à essayer de compresser au maximum. Puis tu as des tests incompressibles qui durent 3 mois sur la stabilité, etc. Parce qu'en revanche, quand tu passes avec ces laboratoires, tu sais à peu près que, il y a des choses qui sont déjà testées, t'as pas besoin de refaire tous les... Alors moi, j'ai fait plein d'erreurs, mais en fait, quand tout à l'heure tu dis 4 ans, finalement, c'est assez long et court en même temps. C'est qu'on a pivoté 3 fois. Je suis un peu l'experte du pivot, j'ai tellement tourné au vent, tu vois, que j'ai un peu le tournis. Mais là, c'est la dernière version. C'est un peu ce que j'ai promis à mes équipes, c'est fini là. Là, on a compris, mais ça a été extrêmement long et dur pour moi de trouver le bon positionnement, avec le bon produit, la bonne cible, la bonne distribution, etc. Ça a été un peu compliqué. Et puis là, le problème, c'est qu'on est dans une régulation qui est aussi pas très, très claire. Donc, on a en parallèle du syndicat, lapsus, en parallèle de Ocaren, j'ai cofondé le syndicat professionnel du chanvre, qui aujourd'hui c'est une 50aine de membres, un cabinet de lobbying à temps plein sur le sujet. Là, tu vois, ce matin, j'étais avec un organe étatique où on venait leur expliquer un petit peu notre démarche. On a des rendez-vous avec les ministères, les députés, etc., pour vraiment faire de la sensibilisation sur le sujet, qu'on ne soit pas en retard, qu'il y ait une sécurité à la fois du consommateur et des entrepreneurs, parce que on a pas mal d'entrepreneurs qui nous ont rejoints parce qu'ils se sont retrouvés dans des cas de garde à vue ou d'autres problèmes. Parce qu'ils faisaient pousser, par exemple? Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'année dernière, avril-mai 2018, il y a des coffee shops qui ont ouvert. Oui. Donc, d'un point de vue naming, c'est affreux parce qu'en fait, ça transmet pas du tout la bonne idée. Et ils vendaient des fleurs de chanvre, des fleurs soi-disant en tisane, mais qu'en fait, qui étaient plutôt orientées pour fumer. Le problème, c'est que dans le Code de la santé publique de février 1990, tu as un article sur le chanvre qui, dans sa présentation, sous-entend que seule la tige et les graines sont exploitables, et donc pas les fleurs. Et donc, suivant les... Du chanvre, pas du cannabis. Exact, de la même plante. Mais du coup, sans THC, si c'est un truc avec... Voilà, au-delà dans les 20 variétés légales, qui ont moins de... En tout cas, dans le catalogue français, qui ont moins de 0,2, que même si tu es sur cette plante-là, les fleurs ne sont pas utilisables. Donc nous, nos agriculteurs, aujourd'hui, jettent les fleurs. Or, l'or de la plante
il est là quand même. Donc moi, aujourd'hui, j'importe des cannabinoïdes. Donc, il faut savoir, je ne sais pas où j'ai appris ça, évidemment, mais ce qui se fume, c'est la fleur aussi. Donc, c'est vraiment, quand tu dis l'or aussi, c'est vraiment le reste, je crois que ça se jette. A priori, c'est l'inverse. Dans la plante, tu vas utiliser la tige pour faire du textile, de l'isolation, du bioplastique. Tu vas utiliser les graines en alimentation, en cosmétique. On utilise beaucoup les graines aussi. Mais donc, ce qui se revend le plus cher, là, le kilo de CBD aujourd'hui est pas très loin du prix du kilo d'or. C'est quand même les molécules actives. 45 000 € le kilo d'or, je l'ai appris récemment. Ah ouais, bon, à ce moment-là, il est quand même un peu moins cher, mais pas... beaucoup monté. Sur un épisode de La Martingale que je recommande à tous ceux qui ne l'écoutent pas. Okay. C'est un autre podcast. Non, là, on oscille entre 10 et 20 000 € le kilo. D'accord, ouais. C'est quand même non négligeable. Ah mais non, mais t'as raison, en fait, c'est le 45 000 € le lingot. Et le lingot, il fait pas 1 kilo, c'est le petit lingot, je crois. Okay. Ah, peut-être, mais si, il fait 1 kilo, je crois, le petit lingot. Si. Je vais mal écouter. Il y a les kilos d'or chaque Je vais le réécouter, c'est l'avantage. Pardon, je t'interromps. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que les agriculteurs puissent tirer profit aussi de ce marché, que derrière, on ait des produits avec une vraie traçabilité, qu'on travaille sur du bio, qu'on ait un label français. Enfin, il y a plein de choses à construire pour protéger le consommateur, protéger les entrepreneurs, que ce soit les agriculteurs, les laboratoires d'extraction, les marques ou les distributeurs. Mais pour revenir du coup au tout début, je veux dire, comment tu sais que tu peux... déjà, je suppose qu'il faut pas mal faire de recherche pour savoir que tu peux. Tout ce que tu me racontes là, ça te semble évident, mais tu le savais pas. Voilà. Et comment après, tu peux te fournir en cannabis, en chanvre j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, puis je suis allée voir des gens, j'ai fait des salons, j'ai appelé. Au début, je suis allée voir, le tout premier chanvrier que je suis allée voir, c'est Christophe Latouche, qui est à Alchamvre, donc qui est à Guarec, dans le centre-Bretagne. Donc chanvrier, c'est un cultivateur de chanvre. En fait... lui, il est transformateur, donc il travaille avec un pool d'agriculteurs, puisque c'est une super culture en rotation. Donc d'une année sur l'autre, c'est pas forcément le même chanvrier. Pourquoi ? Parce que ça va renouveler les sols, donc après il peut remettre du blé ou du maïs, et ensuite ils vont remettre du chanvre pour réactiver toute la partie aérienne du sol. Et tous ces gens-là sont pas du tout dans l'écosystème de la fumette ? Ah non. Non. C'est marrant, je peux pas m'empêcher de penser... Non, parce qu'en France, le chiffre d'affaires lié au chanvre va avant tout sur des biomatériaux. Mais en fait, je dis pas, pardon, je dis pas que c'est des dealers je dis juste, finalement, tu as quand même, finalement, toujours en sous-jacent de se dire, si j'ai 10 hectares... C'est une culture tellement... Et le problème aussi, c'est ça, c'est qu'il y a une interprofession chanvrière, mais qui a été tellement malmenée dans les années 70, parce qu'il fallait être sûr qu'on puisse continuer la culture en France sans souci, que c'est vrai que toute la question de la fleur a été beaucoup mise de côté, là où les États-Unis qui nous font de la prohibition sont après assez malins pour aller vite réactiver un business quand ils voient qu'il y a une opportunité. Donc nous, on a vu que malheureusement... C'est en train d'exploser aux États-Unis, c'est ce que tu dis. Et là, c'est la fleur, et là, c'est la fumette. Là, on est le premier producteur européen de chanvre, et on est en train de se faire dépasser maintenant par les États-Unis et le Canada, parce qu'eux sont rentrés par l'axe fleur à la base. Et donc, je suis allée, j'ai pris mon petit bâton et je suis allée voir tout le monde. Après, j'ai fait des salons comme Canatech à Londres et à Tel Aviv, qui sont là, qui réunissent vraiment les gens de l'industrie du cannabis, où là, on ne parle plus du tout de chanvre d'un point de vue textile ou graines, tiges, mais on parle que de cannabinoïdes. D'accord. Au sens large. Au sens large. D'accord, donc il y a autant les producteurs de Amsterdam, de Hollande que... En fait, la Hollande a été assez dépassée par les événements aussi. Ils ont été très précurseurs dans l'aspect dépénalisation. Ouais. Mais pourtant, tu ne pouvais pas avoir une production locale. C'est là où il y avait une certaine hypocrisie. Et donc aujourd'hui, les pays qui drivent le business, c'est le Canada, Israël et les États-Unis qui commencent à se mettre dessus. Et alors, il y a eu d'ailleurs une série là-dessus, je crois, récemment sur Netflix, ou sur cette famille qui se met à faire de... ça va me revenir, je vais retrouver. Business, il y a un truc avec business. Ouais, et on va le trouver. Mais du coup, ceux qui... si demain, il y avait, tu le disais tout à l'heure, une sorte de dépénalisation ou un usage thérapeutique ou... il y aurait une opportunité, une fenêtre, puisque évidemment, tous les gens qui sont mis là-dedans, ou beaucoup en tout cas aux États-Unis et au Canada, ont vu des croissances de malades, donc ceux qui savent déjà et qui connaissent bien la plante et qui sont dans le chanvre auraient une sorte d'avantage sur potentiellement d'autres ? Non, parce qu'en fait, le thérapeutique, c'est
une industrie extrêmement encadrée. C'est pas ton petit chanvrier en Bretagne qui peut faire du thérapeutique, parce qu'il faut des conditions de sécurité sur la plante et de stabilité qui demandent de faire de l'indoor, donc tu es en serre. Alors ça, il y a des serres hybrides où tu es carrément sur des modèles intérieurs. Il y a ensuite toute la partie avec extraction. De l'hydroponique et des choses comme ça, d'accord. Si tu regardes l'œillette et le pavot, sur un modèle un peu similaire pour faire la morphine, c'est Sanofi qui a intégré de A à Z, de la culture jusqu'à la production, l'ensemble de la filière. Donc nous, on ne veut pas que ça se passe pareil sur le chanvre, qui est un acteur pharmaceutique qui maîtrise tout. Mais par contre, malheureusement, on sait très bien que nos chanvriers, c'est via le bien-être, où là, on est sur des seuils de tolérance, de stabilité de cannabinoïdes qui peut être un peu plus faible, un peu plus élevé, pardon. Et là, ils vont pouvoir faire des ressources. Et aussi, quand tu vois une structure, une serre telle qu'on en parle, c'est 1 million d'euros d'investissement. Les machines pour du CO2 supercritique pour les extractions, c'est 1 million aussi d'euros. Enfin, c'est des gros volumes. Donc, au début, c'est là la question qu'on se pose. Quand l'expérimentation va se mettre en place, où est-ce qu'on va se fournir ? À l'étranger. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit que des Canadiens qui arrivent sur le territoire français pour gérer le business du cannabis thérapeutique. Alors, depuis qu'on se parle, j'ai quand même mis du... Cannabooster Detox. Voilà, Detoxifying Serum Cannabooster Detox sur les mains. Ça sent la bœuf. Voilà. Mais je ne vais pas m'évanouir, je ne vais pas raconter trop de bêtises puisqu'il n'y a pas de THC. En plus, non, ils ne sont pas là. Un peu. Non, mais je ne sais pas, j'en rajoute un peu. Et du coup, toi, ton produit premier... Alors, janvier 2000... Alors, du coup, ça m'a mis... J'ai pris 1 an avant de sortir le premier produit. Le premier produit est sorti en mai 2016. C'est 3 produits d'un coup. Ça m'a pris 1 an parce qu'en fait, j'ai découvert que pour pouvoir avoir de l'argent, il fallait avoir de l'argent. Et en fait, lancer un produit sans argent, c'est compliqué. Donc au début, j'étais allée voir des business angels, des banques. J'ai commencé par les banques avec un business plan. D'où la magie du service, parce que toi, tu es dans du produit. Le service, tu peux lancer une boîte dans le service sans avoir d'argent, en vendant des jours, des choses. Évidemment, toi, tu devais produire, j'imagine, combien de... Ta première production, c'était combien de... 2000 à la référence. 2000, donc x3. Ouais. Donc, tu as produit 6000 produits. Non, alors après, je suis peut-être pas la nana la plus maligne en termes de lean startup. Mais franchement, j'ai du mal à voir comment tu peux valider un business cosmétique sans produit entre les mains. Alors bien sûr, tu peux faire des focus group, des faux produits. Mais bon, à un moment, quand tu vas voir un distributeur, il te demande quand même d'avoir des maquettes et d'avoir une production disponible dans quelques semaines. Bien sûr, ouais. C'est dur en fait de bootstrapper à fond là-dessus. Donc j'ai été voir... Là, tu fais référence à toute cette culture start-up qu'on met en avant aussi beaucoup sur ce podcast, qui est de se dire, allez, on essaye, on le fait un peu à l'arrache, on voit comment ça se passe. Mais bon, un produit, en effet, tu peux pas faire une sorte de truc, prendre des petits pots de Nutella et puis mettre ton produit dedans et puis dire, on va voir si ça se vend. En tout cas, pas avec les normes françaises, c'est compliqué. On a fait partie du Sephora Accelerated Programme aux États-Unis, où là, j'avais des nanas qui sont rentrées chez Sephora, elles étaient encore à faire ça dans leur cuisine. Et d'un coup, on leur demande d'être capable de livrer pour 1 million d'euros. Mais avec les normes françaises, non, parce que nous, dès le début, ça doit être fait dans des laboratoires c'est très strict. Ça me fait penser à Chanty et ses biscuits qui est venu sur Génération Do It Yourself, qui faisait ces trucs dans sa cuisine. Et dans la bouffe même, c'est quand même assez osé, parce que souvent, tu as quand même des règles sanitaires, etc. à respecter. Après, moi, j'ai sûrement cramé beaucoup trop de cash et j'ai pas été assez bonne dans l'optimisation. Et comment tu as fait pour avoir cet argent, du coup ? Alors, je sais même pas si c'est une bonne idée de partager ça, parce que j'ai créé une pyramide de Ponzi. En fait, bravo. je sais. Il n'y a peut-être pas prescription en plus, donc. Non, j'ai pas fini de rembourser certains emprunts. D'accord. En fait, quand j'ai compris que aucune banque n'allait me prêter, que aucun BA voulait investir tant que j'avais pas un produit avec du chiffre d'affaires, j'ai dit il me faut de l'argent. Alors, je suis allée prendre un emprunt étudiant. La grande chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont payé mon école, donc j'ai pu prendre un emprunt étudiant dédié pour la boîte. J'ai gardé une partie pour vivre, parce que du coup, là, j'avais pas de rémunération. Pas de chômage. Pas de chômage, enfin, j'ai rien. En fait, t'as rien, t'as pas le RSA, enfin, t'as absolument rien quand t'es étudiant entrepreneur. C'est un peu ça la problématique du statut. Et l'autre, je l'ai mis en capital. Après. Combien ? 15 000. D'accord. Et j'ai un de mes cousins, Kylian, qui a mis 500. Il était designer et au début, je voulais vraiment qu'on bosse ensemble. Après, j'ai compris qu'il voulait bosser sur plein de projets en même temps et qu'il allait pas forcément être à 100% sur Ocaran. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup crédibilisé aussi auprès des banques après. Et ensuite, je suis allée voir Initiative Nantes. Donc, Initiative, c'est un peu comme le réseau Entreprendre, mais en dessous, parce que j'étais trop petite pour le réseau Entreprendre. Là, j'ai eu 2 prêts d'honneur avec eux. Un de 10 000 euros et un de 15 000 avec Initiative Remarquable France, parce qu'on avait toute une logique durable dans l'approche autour de la plante. Donc, ces 25 000 euros, je les ai mis en
compte courant d'associé. D'accord. Donc en tout, comme ça, j'avais 40 000 euros. Et après, je suis allée voir toutes les banques et je leur ai dit, j'ai 40 000 euros en capital, est-ce que je peux avoir un emprunt ? Tu en as pris plusieurs ? Alors, franchement, je me suis fait bâcher de toutes les banques. Ouais. Et ça s'est un peu joué sur un coup de poker. C'est que la BNP voulait que mon père soit caution de mon prêt bancaire d'entreprise. Mmh. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, il est caution de mon prêt étudiant, parce que du coup, pour le prêt étudiant, j'avais quand même besoin qu'il soit caution. Et un jour, on m'a demandé d'aller pitcher, c'était un truc d'étudiant, on m'a demandé d'aller pitcher chez Digitaléo, qui est une super boîte à Rennes, pour un peu raconter mon parcours. Et en fait, il y avait le Crédit Mutuel de Bretagne qui était là. Et Arkea, du coup, rien à voir. Ouais, bah, c'était la banque, ils font partie du groupe Arkea, mais il y avait le Respocom. Et là, coup de bluff, je dis oui, non, parce qu'on est en train de signer un emprunt avec la BNP, tout ça, alors que pas du tout. Je voulais pas signer. Et du coup, juste après, il a débloqué toute la situation. Il dit non, mais c'est une boîte bretonne, vous restez en Bretagne. Et donc, quand j'ai eu mon emprunt avec le CMB, genre 3 ou 4 jours avant que mes prêts d'honneur expirent, parce que tu as 6 mois pour réussir à avoir un emprunt bancaire, sinon ils expirent. Et donc, on a pris 50 000 euros, 2 fois 50 000 euros, parce que au début, c'était pour mettre les produits sur le marché. Et une fois que j'ai mis les produits sur le marché, il m'a reprêté 50 000 euros. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'il ne faut pas le faire. Parce que je suis partagé. Non, mais évidemment, il ne faut pas le faire. Mais je veux dire, après, il faut aussi oser. Je veux dire, tu peux décider de ne pas faire, de rien faire, etc. Tu es parti sans argent. Quand tu dis le reste, je l'ai gardé pour moi pour vivre, c'était combien ça ? 800 euros par mois pour le loyer, manger. Voilà, donc je veux dire, à un moment, tu fais ses choix. Mais déjà, si tu fais tout ça, ça t'oblige à pas trop te planter. Donc, tu peux te planter, évidemment, hein, ça fait partie du jeu. Non, vraiment, j'étais en mode, c'est impossible. Mais voilà, je ne peux pas me planter. Donc tu arrives dans un truc, tu vois, c'est ce qui se dit beaucoup d'entrepreneurs qui ont plus faim et qui ont gagné beaucoup d'argent. Une fois que tu as gagné beaucoup d'argent, tu as pu assez les crocs. Et c'est pas toujours vrai, hein. Il y en a plein qui ont réussi à faire plusieurs boîtes qu'ils ont revendues. Et voilà. J'ai reçu notamment Fred Potter sur ce podcast qui le prouve, tu vois, mais dans l'absolu, quand même, quand t'as faim et que t'as pas le choix, tu dois trouver à manger, quoi. Hein, donc, c'était même pas envisageable. Et le truc, c'est que donc là, on avait la première version de la marque qui était que pour les hommes, parce qu'au début, qui s'appelait Ocaran. Ça s'est toujours appelé Ocaran. Par contre, le design et les produits ont changé 1000 fois. Mais j'avais mes stages en cosmétique, je les avais faits sur des marques plutôt féminines, et j'avais pas du tout aimé le côté anti-âge, jeunisme, hyper culpabilisant. Donc, on a lancé Homme, et en fait, le problème, on l'a vu extrêmement rapidement, c'est que t'as pas d'influenceurs dans la cosmétique homme, donc pour faire parler des produits c'est compliqué et il y a peu de distribution. Donc en plus nous on était sur un produit nouveau, donc en fait quand tu fais de la pourquoi tu choisis l'homme ? Vraiment je voulais pas faire de la femme. C'était j'étais pas à la base, je suis pas une nana, même si tu parlais de mes cheveux roses tout à l'heure, mais je suis pas tant que ça dans la cosmétique au final. Je suis, à titre personnel, j'utilise du soin, mais je me maquille pas tant que ça. Je suis pas non plus j'étais pas une grosse consommatrice de cosmétiques et après j'ai peut-être eu toujours cette part un peu masculine et du coup ça me plaisait bien. Mais bon, j'ai bien vu que ça marchait pas. Et la problématique que j'ai eue quand au bout de 6 mois, je me suis dit non mais c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça. Là, je commençais à rembourser la dette avec de la dette. Donc, c'était pas bien. T'empruntes pour rembourser ton emprunt. Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille lever de l'argent. Et donc, j'ai préparé un deck sur Ocaran, marque mixte, unisex, parce que j'ai un de mes amis entrepreneurs qui a monté Harmony Hemp, qui est une boîte de e-liquid pour le coup au chanvre, qui m'a dit, non, mais en fait, si t'aimes pas ce qui se passe pour les femmes, juste propose autre chose. Le e-liquid, c'est ce que tu fumes dans les cigarettes, exactement. C'est ça ? Okay. Et donc, du coup, tu fais cette présentation pour lever de l'argent. Ouais. Ça, c'est quoi ? C'est 1 an encore après ou 6 mois après le lancement ? On est parti officiellement en roadshow en janvier 2017. D'accord. Et j'ai levé fin avril. D'accord, c'est rapide. En vrai, tu sais, j'ai levé, j'avais plus de sous. J'étais au mur. D'accord. Ouais. Et c'était une petite levée à l'époque ? 300 000. D'accord. Ah oui, quand même, pas mal sur un projet comme ça. Ouais, c'était... franchement, je les remercie encore, ceux qui nous ont suivis, parce que c'était vraiment du pari, quoi. C'était vraiment un pari. Et donc là, on est sur ton premier pivot. Ouais. Et ça donne quoi, du coup, après ? Et du coup, après, c'est les produits qu'on voit aujourd'hui sur l'e-shop. Après, on a relancé tous les produits en décembre 2017. D'accord. Donc là, positionnement Ocaran toujours, mais mixte. Donc, un seul produit pour hommes et pour femmes. Voilà, on a une gamme de 7 produits, mais disons que... pour un seul produit. Oui, en fait, déjà, moi, j'ai bien vu en bossant avec les labos que la cosmétique homme et la cosmétique femme, la seule différence, c'était le packaging, le prix et le parfum.
Voilà. En plus, nous, on commençait à regarder les cannabinoïdes, les terpènes, la telle puissance de l'ingrédient que la question n'était pas de faire de genrer d'un point de vue marketing. La question, c'est juste de faire le produit le plus efficace, qui convient à tous. Et donc, on a relancé 7 produits en décembre 2017 avec un Kickstarter et brandé cannabis très fort. Avec Kickstarter, la plateforme? Non. Ouais, on a essayé. En fait, le problème, c'est que là, on y allait fort où on parlait plus de chambre, on parlait officiellement de cannabis. Ouais. Et j'avais préparé un plan de lancement avec du Facebook Ad, du Insta Ad. Donc là, tu t'es mis à fond, genre en mode canna, justement, ouais, qu'on disait pour le marketing. Ouais. D'accord, ok. Parce que sur la Marcom, je disais aux gens, oui, c'est du chanvre, c'est la même chose que le cannabis. Tout l'effet waouh, il était à ce moment-là. Ah, je sais ce qui va venir après, parce que je t'ai entendu parler Facebook Ads, Google, j'imagine. Et bien surtout, donc là, on lance la plateforme Kickstarter. Paf, il ferme la page. Ouais. Illicite, incitation à la consommation de stupéfiants. Et là, je dis, merde, on va chez Indiegogo. Indiegogo nous lance. 24 heures après, il ferme la page. On retourne sur Kickstarter. Donc, entre-temps, tout le plan avec les influenceurs et tout, autant dire qu'il était tombé à l'eau. Parce qu'on avait prévenu tout le monde de lancer tel jour. En fait, on n'avait rien sur la plateforme. Et puis, bon, on était à l'arrache. J'étais avec des stagiaires et j'avais embauché une personne. C'était encore petit. Et là, on réussit enfin à lancer sur Kickstarter en enlevant toutes les occurrences du mot cannabis, en remplaçant par chanvre, en cachant les feuilles un peu. Enfin, voilà, il y a eu un peu de travail. Et là, on se dit, bon, tant pis, les influenceurs, ça a foiré parce que le message n'a pas été délivré au bon moment, mais on va faire Facebook Ad, Insta Ad. Compte bloqué, mais c'est direct. Ça. Dès que tu utilises Bitcoin, cannabis, y a plein de choses qui sont vraiment bloquées par toutes ces plateformes. Du coup, tu peux pas promouvoir et c'est très compliqué. Ça a été vraiment à la rame, quoi. Et à ces moments-là, tu vends combien de produits? Kickstarter, 300. On a vendu 300. Ah oui, mais c'est pas beaucoup. Enfin, 300 actes d'achat, il y avait des packs avec plusieurs produits. Je veux dire, dans la grande distrib, ta première, sur tes 2000 produits, 6000, tu les vendais, ça partait un peu ou... Oui, on en a vendu en concept store et tout, mais il y a une grande partie qui a été quand même déstockée, on va pas se mentir. Ça, donc sur la précédente version. Et après, sur celle-ci, là, en fait, moi, j'étais arrivée sereine en mode full player online. on va vendre du cannabis sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas marché. Et du coup, en janvier, on s'est retrouvés genre, comment on fait? Donc, j'ai tout testé, les pharmacies, les réseaux bio, les réseaux sélectifs. Enfin, on a testé plusieurs. Et le premier à nous avoir fait confiance, c'est Nature et Découverte, en mars 2018. Ils ont mis toute la gamme dans leurs 90 boutiques. Donc ça a été vraiment un super... Cette même gamme mixte? Ouais, exactement. Et en parallèle, je suis rentrée dans le Sephora Accelerate Programme aux US qui a permis de nous faire repérer par Sephora France, que j'avais déjà rencontré, mais qui trouvait que c'était un peu trop masculin, que c'était pas tout à fait dans leur cible. Et finalement, Sephora nous a lancé en online en septembre 2018. Et là, on est arrivé dans 900 boutiques fin avril. Alors là, tu pètes tout d'un coup, je veux dire. Alors, on pète pas tout parce que c'est long quand même. C'est pas un décollage non plus exceptionnel, comme tu peux le voir là sur certaines marques Instagram que d'un coup tu vois partout. Ça a été un peu long parce que beaucoup de réticence des distributeurs sur la plante, tu vois, genre Nature Découverte, ils avaient fait une super petite PLV, donc c'est l'outil d'aide à la vente que tu as avec des feuilles de chanvre, et il y a eu pas mal de clients qui ont fait des remarques un peu, mais comment Nature Découverte ose faire ça, et du coup on a été déréférencés après parce qu'ils voulaient pas à Noël qu'il y ait des produits au Karen qui traînent, donc c'est jamais simple, tu vois, genre là on a livré un très gros distributeur européen, juste avant, tout est dans les stocks et tout, d'un coup Legal Department qui arrive et qui dit il nous faut un certificat comme quoi il n'y a pas de taché, on ne peut pas libérer les produits, c'est trop risqué. Mais c'est des produits avec de l'huile, tu vois. Donc, on a quand même pas mal de freins. Et puis, nous, sur notre e-shop, très dur de faire décoller les ventes au début parce que juste personne ne te connaît, quoi. Pour amener du trafic. Tu ne peux pas faire tu es obligé de faire que de l'organique. Ouais. Donc, heureusement, il y a des podcasts qui te reçoivent. Déjà, je te remercie parce que je te regardais tout de suite et je me disais... c'est sympa c'est vraiment le but de Early Stage aussi. T'es là, donc quoi, 3 ans et demi après la création? Ouais, 4 ans. 4 ans. En janvier, c'est ça, 4 ans, ça fera en fait, mai 2015, j'ai créé officiellement la boîte, donc c'est un peu de 4 ans. Et tu nous racontes encore, quoi, tu vois, ça fait là, les dates dont tu parles, c'est fort accéléré, ça fait quoi, 18 mois à peine, et tu nous racontes encore, à chaque fois je te dis, là, t'as tout pété, et tu me dis non, et donc t'es très, très franche et honnête, et malgré ça, en plus, depuis qu'on s'est rencontrés il y a 2-3 mois, je sens quand même chez toi
cette force et cette croyance. Je veux dire, ce que j'apprécie, c'est que d'habitude, dans beaucoup de start-upers, t'es dans ce bullshit permanent de dire oui, ça a cartonné, on a fait plus 70%, plus machin, donc plus 70% de 22 ventes, donc t'en as vendu 48. Enfin, c'est pas bon, hein, les termes, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, t'es dans un truc où on voit la manière sur laquelle tu t'es battu et tu te bats encore. Et ça, j'apprécie parce que c'est la réalité de ce que vit l'entrepreneur, quoi. Et du coup, depuis ces 300 000 euros levés, t'as relevé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc on a levé en avril 2017 et en juin 2018, donc un an après, le temps qu'on relance tous les produits sur le marché, on a eu un besoin de cash. Ce que j'ai fait, qui n'est pas très commun, c'est un modèle qui s'appelle BSAR. Oui, je sais pas si ça te parle. Pourquoi ? Parce Alors, mais je veux bien que tu l'expliques. C'est un bon de souscription en fait qui est un peu fait sur l'avenir, hein, on est d'accord. Exactement, c'est un modèle qui vient des US que j'ai découvert un peu par hasard chez The Family. Alors en fait, on n'est pas membre de The Family, mais j'avoue que j'ai un peu regardé toutes leurs vidéos. Ils sont très très bons sur l'éducation. Fantastique, oui, tout à fait. Et le modèle américain s'appelle SafeNote. Et The Family a participé à faire venir ce modèle américain en France sous le nom BSR. Et donc le but, c'est quoi ? C'est de faciliter les levées pour les petites boîtes quand tu es dans une phase où en fait tu n'as pas vraiment le temps de faire un pacte, de te retaper des négos sur des valos parce que c'est pas tout à fait le sujet, tu es encore très early. Du coup, les investisseurs viennent sur un cadre de valorisation. Donc tu as un plancher et un plafond, ils savent que ça va pas descendre en dessous de X et pas monter au-dessus de Y. La question du plancher se pose aujourd'hui parce que c'est peut-être la faille du modèle. Moi, certains ont refusé de venir à cause de ça en disant je vois pas pourquoi ça sera minimum ce prix-là parce que si jamais quelqu'un vient après un prix en dessous, je me fais avoir. Enfin bon, ça a été un peu la question. Et ils viennent avec un discount aussi. Donc c'est une sorte de remise pour dire merci d'être venu plus vite que tout le monde. Tu as 20% de moins sur la valo finale parce que tu as osé prendre le risque. Je vais essayer de reformuler, si tu me permets. En gros, donc, tu veux... alors, c'est souvent, ça marche bien quand tu es un peu short of cash, quoi, quand tu n'as plus beaucoup d'argent et que tu veux faire ce qu'on appelle un bridge. Donc, tu n'es pas sur une levée vraiment série A, série B, etc. Ouais. Tu es plutôt sur une entre-deux levée et tu vas dire, ce que tu vends finalement à tes actionnaires, c'est dire, OK, on va aller un peu plus vite, on va pas renégocier un pacte d'actionnaires, tout ça, etc. Plutôt que de faire une levée à 3 millions, je vais chercher 500 000 ou 1 million, je sais pas combien c'est là. En fait, au début, c'était censé être une poche de BCR de 500 000. J'ai fait ça parce que je savais que mes historiques n'allaient pas remettre, puisque c'était des profils petits investisseurs. Et que je savais aussi que j'étais pas capable à ce moment-là d'aller chercher un fonds en termes de volume de vente. Donc ça permet, l'avantage des SafeNote, des BSR, c'est que ça permet de faire entrer des business angels souvent, mais peut-être un peu plus capés que les premiers. Donc j'ai une investisseuse qui a remis, Chantal Baudron, qui est une femme fantastique. Je sais pas si... Je la connais, Chantal Baudron. Je suis allé faire un rendez-vous chez elle. On m'a reçu comme un roi. J'ai trouvé ça fantastique, très à l'ancienne. Elle était au premier tour, elle est toujours là aujourd'hui. Et elle est dans 1 million de boîtes, elle est trop forte. Je sais pas si elle va nous en vouloir sur la site, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vont vouloir la contacter après. Mais en même temps, c'est la première business angel femme de France, donc elle est aussi assez médiatisée sur BFM. Et donc, ce modèle-là m'a permis de faire entrer des gens assez rapidement. Mais assez rapidement, il fallait aussi aller les chercher quand même. Et je finis pour reformuler, du coup, parce que donc, tu vas leur dire, en l'occurrence, la 500 000, alors finalement, visiblement, tu es arrivé plus haut, mais on va rester, par exemple, sur cette idée. Et tu vas dire, la boîte vaudra, lors de la prochaine levée de fonds, vos actions vaudront, ce que vous achetez pour 500 000 euros, ça vaudra au moins pour... 20% de la valo totale, au max pour 30%, c'est plutôt l'inverse, ça dépend du point de vue. Et si jamais on fait une valorisation à 4 millions, et votre valorisation, vous aurez 20% de discount, donc la boîte sera pour vous. Tu peux choisir, soit, suivant ce qui est le plus intéressant pour toi, soit tu prends le plafond, soit tu prends un discount sur le total. Mais c'est un modèle qui se veut simple à la base, et en fait, vu qu'il a été transformé pour la France, c'est devenu une usine à gaz. Est-ce que tu es sur le... ça a été vraiment finalement assez compliqué. D'accord. Mais aux États-Unis, ça se pratique très facilement. Et ça s'est fini sur quel montant ? Et en fait, donc on a dû, si tu veux vraiment savoir tous les déboires qu'on a traversés,
Ça devait être 500 000 le temps d'aller chercher un fonds. J'ai eu une proposition. Je veux. J'étais un peu courtisée déjà par des fonds canadiens parce que le cannabis est vraiment... c'est la première place boursière au cannabis. Ouais. Ils ont eu l'intelligence d'ouvrir... tu peux être public, tu peux aller en bourse là-bas. Et donc, ils ont tellement d'argent qu'il faut qu'ils investissent et qu'il n'y a pas tant de projets que ça finalement au Canada. À un moment, c'est saturé, puis il y a une bulle qui se crée. Parce qu'ils ont des fonds cannabis. Du coup, ils investissent que dans le cannabis. Exactement. Et là, ils veulent tous aller en Europe, qui a un super gros marché. Et il n'y a pas beaucoup de marques ou de boîtes dans lesquelles ils peuvent investir finalement en Europe, hors médical. Donc, on était assez courtisés. Donc, la probabilité que j'arrive à signer avec l'un d'eux était assez forte. Donc, on avait ouvert cette poche-là en attendant ça. Et donc, je fais les négos. On arrive en décembre 2018. On doit mettre... une commande dans 900 Sephora, enfin c'était super. On est sur la term sheet, elle est prête à être signée, enfin fantastique. Et là on a un rappel produit. Et là mon monde s'effondre. On a un produit sur lequel on a eu un problème avec le laboratoire qui a foiré la prod. Et en fait moi j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires d'un coup. En quelques jours, en décembre, période de Noël, tu vois, qui est censée être notre période la plus forte. On a du tout enlevé du site. Enfin... Attends, mais comment ça se passe ? Quelqu'un te dit, il est pas bon ce produit, il est pas où c'est le laboratoire ou Non, c'est le distributeur. Quand on a livré, ils font des tests, et c'est très bien d'ailleurs. Ils font des tests et ils se sont rendus compte que le produit n'était pas conforme en test, donc on pouvait pas être distribué en boutique. Ça veut dire quoi, pas conforme ? Ça va être, par exemple, donc on a de la conservation. Oui. Le conservateur n'était pas mis en quantité suffisante. Et du coup, on ne peut pas assurer une conservation sur le long terme qui est suffisamment forte. Donc, ça, c'était pas rigolo. Non. Et du coup, j'ai perdu ma levée de fonds. Et donc là, tu es face au mur de cash. Et donc, on a réouvert une poche de 500 000 de BSR. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, on parle de... Il y a... C'était il y a 9 mois. Noël dernier. Ouais. Waouh. J'ai passé... En plus, c'était mes premières vacances depuis tellement longtemps avec ma famille. J'étais sur le télésiège. Et là, il y a mon téléphone qui sonnait parce qu'il y avait un de nos distributeurs qui avait envoyé un email à 6000 personnes en disant qu'il fallait rappeler ce produit et que moi, j'allais les rembourser. Un produit que j'avais donné. J'adore cet épisode parce que, en fait, à chaque fois, je me dis, mince, je l'ai invité dans ce podcast Early Stage, mais c'est pas du tout Early Stage. Et en fait, si, on voit que quand même, vu les déboires et les trucs, t'es encore... tôt dans ton aventure parce qu'il va se passer plein de belles choses maintenant, mais tu t'es fait une aventure assez palpitante. Ouais, mais bon, j'ai appris beaucoup sur cet épisode-là. On est hyper carré sur la qualité dorénavant, sur le choix de nos laboratoires. On a bien refondu le cahier des charges et là, on est accompagné maintenant par un laboratoire de R&D spécialiste de la R&D qui fait que ça avec que des tests faits en France parce que certains laboratoires externalisent les tests à l'étranger. Et on a une prod à côté qui est bien séparée avec du coup pas d'effet de potentiel de conflit entre les deux. Et on a reformulé l'ensemble de la gamme. Et donc là, c'est ce qu'on sort en octobre. On a aussi travaillé avec la fondation Good Planet, je ne sais pas si tu le connais, de Yann Arthus Bertrand sur ITED, sur toute la partie analyse de cycle de vie des produits. Moi, je tannais depuis 4 ans les producteurs de papier pour mettre du carton de chambre dans les produits plutôt que du carton forestier. Donc ça y est, c'est le cas. D'accord. Ça, c'est du carton de chambre. D'accord, ok, très bien. Et donc, on a tout refondu. D'accord. Ouais. Et donc, tout ça, ça sort en octobre. Et c'était aussi une des leçons qu'on a eues avec les distributeurs sélectifs, parce qu'on s'est rendu compte, en distribuant avec eux, que en fait, le cannabis n'était pas compris. Le client final ne voyait pas très bien quel était le bénéfice. Et ils avaient besoin d'être un peu plus orientés. Donc, on a fait un peu des focus group avec eux. On a sorti 4 gammes. Chaque gamme, c'est un bénéfice pour la peau, une partie de la plante. On a été plus lisible. Et tout ça, c'est en partie quand même grâce à Sephora. On a eu une chance monstrueuse, c'est que malgré le rappel produit, Sephora continue à nous faire confiance. On n'est évidemment pas la première marque à qui ça arrive. Hein. Ils ont plein de grandes marques à qui ça arrive également. Mais bon, ils ont eu vraiment... on le note et on le dit parce que moi, je le dis souvent, mais c'est bien que tu le dises parce que souvent, on se plaint de certaines boîtes et en particulier de certains très gros distributeurs. Ah non, je ne suis pas sponsorisé par LVMH ni Sephora, mais je le dis, mais je veux dire, il faut on a une tendance à, tu vois ce que je veux dire, ces très gros distributeurs à dire qu'ils te pressent le citron tout le temps, que dès qu'ils peuvent, et s'ils te soutiennent et qu'ils le font, je trouve ça très bien. Nous, le top management nous a vraiment beaucoup soutenus, nous a aidés sur le développement de la marque. Après, nous, on apporte aussi quelque chose sur la naturalité, notamment on est entre 96 et 100% naturel, ce qui est pas forcément le cas de certaines marques là-bas, mais c'est du donnant-donnant. Mais moi, je dois dire que vraiment, il y a ces distributeurs français de confiance et qui a joué le jeu de nous donner notre chance. Donc,
Donc, on a pu arriver dans 900 boutiques chez eux fin avril. Donc là, j'ai senti le décollage. Là, on a eu 4 ans pour en fait se mettre en place. 900 boutiques quand même, c'est-à-dire que a priori tu vends plus de un produit par boutique par mois, donc ça commence à représenter, j'imagine, quelques milliers, dizaines de milliers de produits par mois. C'est une très belle commande et on est rentré en Espagne parce que l'Espagne est très très ouverte sur la plante et très à la recherche de produits avec toute la gamme dans les boutiques espagnoles, et ça aussi, ça permet de pouvoir faire des formations, des animations, de faire plein de choses. Donc là, on a vraiment appris le retail sur les derniers mois et j'ai pu comme ça structurer l'équipe en face. Et comment ça se passe là-dessus, un Sephora ou un retailer, enfin, il t'achète, il te commande, il te dit je veux 12 000 trucs de ce machin, 11 000, et puis toi, tu dois quand même avoir du stock pour être capable de lui le livrer vite. C'est toujours un peu le sujet pour les petites marques comme nous, c'est que tu as un deal en début d'année où tu négocies un peu l'implantation, puis en fait, suivant les succès des produits, parfois il faut que tu en reprennes et que tu livres d'autres à la place, parfois il faut que tu livres beaucoup plus que ce qui était prévu. Ils te les renvoient ? Non, eux, ils sont... En fait, c'est toujours du donnant-donnant. C'est que, évidemment, qu'il n'y a aucune obligation à le reprendre. Mais c'est vrai que si tu as envie de pousser des nouveaux produits qui marchent mieux, c'est quand même plus intelligent de les récupérer pour savoir que tu... Il y a la question du sell-in et du sell-out. Tu vois, c'est des questions à 2 étages. Le sell-in, c'est ce que tu mets chez ton distributeur, et le sell-out, c'est ce que lui arrive à vendre. Et donc, tu as peu d'intérêt à avoir des stocks bloqués qui ne se vendent pas. Ouais, même pour eux, c'est une mauvaise histoire entre vous, quoi. C'est assez smart. Et tout ça, tu l'as pris sur le tas ou il y a des gens oui. D'accord. Après, franchement, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens fantastiques, des entrepreneurs qui étaient déjà passés par là, qui m'ont mentorée. Chez les distributeurs aussi, il y a des gens qui prennent un peu ces rôles de mentorat. Mais oui, tu apprends sur le tas. Clairement, je ne suis pas retournée à l'école pour qu'on m'apprenne ça. Et donc aujourd'hui, Ocaran, c'est je sais pas, quelques idées de volume, de chiffre d'affaires, de nombre de personnes. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu ? Historiquement, on était basé à Nantes. Et en fait, là, on a ouvert un bureau à Paris. Donc, on a gardé à Nantes R&D, prod, finance, design. Donc, c'est 4 personnes. Et à Paris, on a les sales, marketing, com, c'est 5 personnes. D'accord. Donc, on est une petite dizaine. Donc déjà là, on a un cap. En fait, j'ai surtout structuré l'équipe cet été. Donc là, on est en une vraie phase de transition actuellement où tout le monde change un peu de rôle et les choses se stabilisent. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est pas des données sur lesquelles on communique encore publiquement, mais on fait des x6, x7 forcément par rapport à l'année dernière. D'accord. Ça commence à s'épanouir. Après, moi, je suis dans une logique vraiment d'aller installer une marque. Donc, je ne fais pas un concours de chiffre d'affaires court terme, mais plutôt de comment est-ce qu'on peut trouver le bon positionnement, correspondre aux attentes des clients, être vraiment innovant sur le cannabis et sur la cosmétique. C'est plus ça, en fait, le challenge. Play long terme. Moi, je suis très dans cette démarche. J'adore l'approche. D'où ton intro quand tu dis que t'es pas vraiment une start-up, quoi. En vrai, moi, les marques Instagram, je les vois et j'aime pas ça. C'est une incitation à la consommation pure. Il y a des effets de mode. Demain, il faut avoir ce nouveau produit. Mais pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que t'apportes à ton client quand tu fais ça ? C'est marrant parce que tu joues, alors, pour moi, un jeu qui est très visionnaire dans le business, qui est donc ce jeu long terme, mais qui est pas très à la mode, c'est-à-dire et tu pourrais le voir un peu ambivalent finalement quelque part, puisque tu lèves quand même des fonds, mais tu es sur du long terme. C'est là où il faut trouver les très bons partenaires pour lever des fonds. C'est clair que tu vas pas aller voir un fonds VC qui te demande un x10, très tech, très direct to consumer, qui est ce qu'on nous demande tout le temps. Si derrière tu vas leur parler de sustainability, de comment est-ce qu'on change la consommation, nous on refuse de faire le Black Friday, je refuse de faire des soldes. Évidemment, on n'est pas dans les mêmes logiques, mais je crois vraiment que sur le long terme, ça vaut. Alors, il y a de plus en plus de fonds qui se créent sur ces univers quand même. On en a un. Ouais. On en a un qui on travaille du coup maintenant, qui est dans cette logique-là, mais c'est plus des family office, des gros BA. Business Angel. Et du coup, là, l'idée, c'est de transformer, j'imagine, toutes ces BSAR que tu as fait par le passé en une vraie levée prochaine. Ouais. Bien résumé. C'est pas mon objectif dans le sens que j'ai pas un objectif de transformation, j'ai un objectif de développement d'entreprise, structuration d'équipe. La RH, c'est clairement le cœur du sujet. De preuve en retail, où là, il faut qu'on prouve sur peu de portes qu'on arrive à vraiment faire adhérer le produit plutôt qu'aller chercher la course au nombre de portes. Donc on a quelques logiques business comme ça à mettre en place. Et puis ce sujet du e-business, du e-commerce qu'on veut craquer, on le lâchera pas. Il y a
Facebook Ads, Insta Ads, Google, c'est sympa, mais c'est pas... Ils ont des monopoles, mais on peut faire sans. Donc, faut qu'on apprenne à être plus malin. On a mis des boîtes de growth hacking là-dessus. Voilà, c'est des sujets qu'on explore. C'est là où tu vois, je vais te poser la question fatidique, quoi. Est-ce que tu réserves un petit coupon à tous mes auditeurs en échange duquel ils te promettent, je m'y engage moi-même, ceux qui achètent en échange de, je sais pas, 10, 15%, tu pourras me le dire après, on le mettra, si tu veux bien, ils te promettent de poster sur leur Insta ou ce que tu veux, une photo et dire tu vas te faire ta promotion. Ah ouais, c'est super, c'est une très très bonne idée. Ok. Donc j'aurai ça, je le mettrai. Je vais négocier avec Laure. On peut faire des choses sympas. Ok, j'aurai un coupon qui sera un code promo qui sera Do It. Voilà, vous essaierez. Cool. Je l'ai bloqué là, je l'avais pas prévenu. Non mais tu vois, ces logiques-là me dérangent pas. On crée des clubs, des communautés fidèles, etc. Ce qui me dérange, c'est quand tu as une marque qui envoie plein de produits à une personne et que d'un coup tu as moins 70% sur le site X grâce au code et t'as le nom de l'influenceuse. Bon, déjà, je trouve pour elles, c'est pas top parce que ça les transforme vraiment en femme sandwich ou en homme sandwich. Et en plus, ces excès de promotion qui sont complètement délirants c'est juste acheter pour acheter. Est-ce que la question, est-ce que j'ai besoin de ce produit doit un peu se poser à un moment, quoi. Ou est-ce que c'est juste il y a un discount donc j'achète? Ce qui est marrant aussi, évidemment, quand je projette ça et que je dis, tu vois, mettre une photo, etc., c'est quand même clivant. C'est-à-dire que si je commence à poster une photo de Canna Booster avec une feuille de cannabis, il y a forcément une projection d'une partie des gens qui te suivent comme, tu vois, on associe toujours ça au cannabis, c'est un peu le but. Évidemment, et en même temps, ça permet aussi on a quelques personnes extrêmement engagées qui partagent le combat. On n'est pas que sur le cannabis. Enfin, le cannabis, c'est un outil au service d'une vision plus large. Et notre vision, c'est qu'il faut qu'on déstresse les gens, qu'on déstresse cette planète qu'on est en train de gâcher. Et ça, c'est par des produits naturels, sains, durables dans leur façon d'être réalisés. Et il se trouve que nous, la meilleure façon de déstresser les gens et la planète, c'est le cannabis. Mais c'est pas que le cannabis. Ocaran véhicule d'autres valeurs et d'autres envies que ça. Donc ça déstresse, c'est prouvé. Le déstress, c'est vraiment l'angle par lequel on déstresse la peau. Que ce soit sur la partie oxydation, stress oxydatif, que ce soit sur la partie déshydratation, régénération. Donc on travaille là-dessus et on travaille aussi sur ce qu'on appelle le beauty in, beauty out, donc en application topique ou en complément alimentaire. D'accord. Beauty, la beauté à l'intérieur, la beauté à l'extérieur. Ok. Exactement. Je vais sur les anglicismes, j'y travaille un peu quand je peux. Et du coup, par exemple, ce Canna Booster Detox, je le mets où? Comment ça se passe? Ça, c'est un sérum pour le visage. Ouais. Il sortira 3e semaine d'octobre. D'accord. On a un trio de sérums qui arrivent sur la détox, la régénération et l'énergie. Et là, c'est vraiment pour purifier la peau, donc les pores qui sont bouchés, les petites imperfections, les rougeurs, ce type de problème. Ok. Écoute, je trouve ça très chouette. Bon, je suis quand même très déçu, Laure, hein, je dois te le dire, parce que il y a eu un épisode en 2018 d'un podcast qui a fait référence dans tous les podcasts dont je m'inspire ou de l'univers de Génération Do It Yourself, qui est un épisode avec Joe Rogan et Elon Musk où Elon Musk et Joe Rogan ont fumé un pétard parce que voilà, je m'étais tu vois, je m'étais projeté, quoi, je me voyais, je m'étais préparé, j'avais libéré mon après-midi après, et non au contraire, je suis très très content de vraiment toute la transparence dont tu nous fais profiter. Comment tu progresses? Tu le verras en faisant des erreurs. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de murs, donc j'étais obligée de rebondir à un moment. Pourquoi tu continues? Parce que je suis persuadée que pas que j'ai raison, mais qu'il y a quelque chose à faire et qu'on ne peut pas rester là les bras ballants à attendre, qu'il y a des injustices. La question de la mise sur le marché de produits thérapeutiques au cannabis ou de produits bien-être, c'est une injustice en fait, qu'on n'ait pas accès, qu'on doit absolument changer la manière dont on consomme et que c'est pas en restant chez Chanel que je vais pouvoir changer ça, que j'ai terriblement besoin d'apprendre
Et en fait, ma courbe d'apprentissage, je m'ennuie jamais, tu vois, j'apprends tous les jours. Moi, quand j'étais en stage, au bout de 3 semaines, j'étais mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de mes 3 prochains mois? C'est pas possible. J'ai fermé toutes les enveloppes, j'ai fait tous les cafés, quoi. Non, je faisais des trucs intéressants, mais c'est juste que je voyais ces plafonds où les gens mettaient 3 ans, 4 ans à évoluer. Mais c'est inconcevable, en fait. J'ai besoin d'apprendre chaque jour des nouvelles choses et d'être plus performante, plus efficace. Et une curiosité aussi. J'ai envie de comprendre, de tout savoir. Alors, je sais que c'est pas possible, mais je trouve que l'entrepreneuriat est une des meilleures façons pour ça. Alors, je t'ai déjà remercié pour cette transparence, mais j'aime bien vraiment aller diguer là où ça fait mal. Non, mais alors, peut-être que tu nous l'as déjà dit, hein, parce que tu as parlé de ce séjour au ski. Si je te demande depuis que tu as lancé Ocaran, c'est quoi ta pire nuit blanche? Ouais, alors j'ai la chance de bien dormir. J'ai jamais fait de nuit blanche. Je sais pas trop comment ça se mesure, mais je pense que j'ai une aversion au risque qui est quand même assez faible parce que j'ai ce sentiment que je m'en sortirai toujours. Pour des raisons personnelles ou par la force des choses, je vois bien que je suis assez optimiste, on s'en sortira. Quoi, tu veux dire que le jour où on t'appelle pour ce rappel, t'es au ski et le soir tu rentres, tu te couches j'étais... Et en plus tu fumes pas de pétard. Il y a un truc. Non. J'étais pas au ski le jour de l'information du rappel. Par contre, quand le distributeur a envoyé un mail, on citera pas, mais c'est quelqu'un qui fait des box et on avait mis le produit dans une box. Donc le produit, il est donné, hein. Clairement, les box, ils les achètent pas. Et ils envoient un email à 6000 personnes en disant que non seulement le produit était pas bon, mais en plus que j'allais les rembourser au prix du produit. Enfin, tu vois. Ça, à ce moment-là, j'étais au ski. Mais non, j'ai eu 2 jours vraiment down où je considère que j'ai frôlé à ce moment-là la compréhension de ce que pouvaient être les gens qui dépriment, tu vois. Ça m'est jamais arrivé de ma vie d'être en dépression ou choses comme ça. Mais bon, le premier jour, c'est quand ça devait être courant décembre 2016. En décembre, finalement, n'est pas un bon mois. Je rentrais d'un salon qu'on avait fait avec Business France en Asie, avec la marque Homme. Et là, je savais que vraiment, il fallait l'arrêter. Sauf que je ne savais pas ce que j'allais faire à la place. Et je savais que j'avais plus d'argent et que j'étais en train de rembourser de la dette avec de la dette. Tout va bien. J'ai eu une journée genre... Et en plus, on avait un espèce d'incubateur à Nantes, une association qui s'appelle La Cantine, c'est absolument fantastique, ils font plein de choses super et ils ont brûlé ce jour-là et moi j'étais mais pourquoi mes bureaux sont pas là-bas, il faut que mon stock disparaisse. J'étais dans une espèce de truc où j'étais psychologiquement pas au top, mais ça a duré 24 heures parce qu'en fait 24 heures après j'étais mais je vais faire un nouveau projet, super, j'adore, c'est une nouvelle aventure. Et puis bon, j'avais cette échéance où il fallait que je lève des fonds, donc j'ai arrêté de boire de l'alcool pendant toute la durée jusqu'à temps que je lève des fonds, ce qui m'a pris 5 mois. Est-ce que j'avais un objectif, tu vois? Genre, voilà, je me dis, ok, j'étais 100% tout du temps dessus à le travailler. Et après, le deuxième... C'est bien d'arrêter de boire de l'alcool. Moi, tu sais que je fais ça tous les mois de novembre. Ah ouais, depuis des années. Je dry November. Ouais, exactement. Ça marche hyper bien. Enfin, ça marche hyper bien. Ça me fait du bien. Mais je me dis qu'un mois, j'ai vu une naturopathe il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, vous devriez faire un mois de temps en temps, recommencer. Ouais. Je me dis, c'est une bonne idée. Mais je sais pas quand. Il y a plein de gens qui font janvier. Ouais, mais je trouve ça... trop radical. Novembre, au moins, t'arrives en décembre, t'as moins envie de boire, tu vois, parce que déjà, tu bois 2 verres, t'es par terre. Donc, du coup... On s'appelle le 1er novembre et on lance nos Dry November. Allez, on va le lancer avec tout le monde qui nous écoute. C'est pas si compliqué. Ouais, non, mais en vrai, les 5 mois, alors ce qui est compliqué, c'est ces gens qui constamment veulent te faire boire. C'est que tout ton entourage, t'es enceinte, t'es malade. Ah oui, en plus, quand t'es une femme, c'est plus compliqué. Ça, ouais. Non, mais et en plus, t'es pas drôle. Tu vois, il y a une sorte de dogme. Alors, ils sont Perrier-Tranche. Ouais, alors que tu te marres bien, toi, et tout. Et en plus, à 2h du matin, t'es en forme quand les autres sont un peu cramés. Mais ouais. C'est tout un concept. Ouais. Et donc, le deuxième moment où j'étais pas au top, ça a quand même été le jour, je crois que c'était le 4 décembre. 3 ou 4 décembre ou de l'année d'après, de l'année 2018, 2 ans après, où on nous a expliqué que là, en fait, la commande... Moi, je venais juste d'annoncer à la presse, parce qu'on avait fait une journée presse avec Sephora, qu'on arrivait dans 900 points de vente, et le jour d'après, on dit, en fait, pas du tout. Et là, comment ça, pas du tout? Et je savais que là, j'allais perdre la levée de fonds. On était sur la term sheet en train de signer, je savais très bien que j'allais la perdre, parce que, en fait, mon chiffre d'affaires venait d'être... coupé de 40%, donc il y a un moment il faut renégocier toutes les valos, c'était pas possible, et comme j'y avais beaucoup travaillé, je revenais de Toronto exprès, c'était un peu en fait tu dis putain, je me donne tellement, c'est pas juste, parce que là pour le coup c'était même pas ma faute, c'est le laboratoire qui avait commis une faute et qui l'a reconnu, mais la boîte elle peut fermer en fait, on a failli fermer la boîte à cause de ça, donc là tu dis c'est injuste, c'est injuste.
Ouais. Mais c'est comme ça. Il faut juste que tu te sortes les mains des poches et que tu trouves une solution. Et puis je voyais bien que l'équipe... Et là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais commencé à structurer une équipe. Et du coup, je me dis, pour eux, en fait, t'es obligé d'être au top et de prendre les choses en main et d'avancer. Et tes investisseurs canadiens, tu crois que si tu reviens aujourd'hui après Je les ai revus à une soirée à Londres il y a 2 mois et il m'a dit en anglais en gros que il regrettait parce qu'aujourd'hui il voit bien qu'il n'y a pas 10 000 marques sur le marché français et qu'on est en train de bien partir et que du coup il l'avait un peu mal. Et en plus je m'entendais trop bien avec sa responsable de lobbying et on échange toujours aujourd'hui, on se donne des tips et tout. Et en fait moi finalement je suis assez contente que ça soit pas fait parce qu'on s'est fait accompagner par des acteurs français à la place qui sont à fond dans cette démarche sustainable de comment est-ce qu'on peut produire différemment, consommer différemment. Et ça me va beaucoup mieux que d'être dans cette course de bulle du cannabis qui est un peu trop financière aujourd'hui et pas assez sur la R&D, sur les changements des pratiques que je souhaite faire. Écoute, c'est intéressant. Mais c'est là où tu dis, c'est le destin. Ouais, c'est le destin. Écoute, je suis très content de cet épisode. Je vais te poser une question que je pose à chaque épisode. Si tu avais l'occasion de revenir voir Laure au tout début de son stage, et si tu pouvais te dire quelque chose... Le truc, c'est que moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est d'avoir lancé un peu seule. Parce qu'en fait, alors j'ai eu la chance d'avoir Kylian, mon cousin, qui m'a aidé sur le design au début, mais il n'était pas opérationnel comme je l'étais. Mais le truc, c'est que je voulais pas lancer seule, mais c'était hyper dur de trouver quelqu'un qui voulait bien se lancer dans cette aventure un peu folle, qui était complémentaire. En fait, j'ai honnêtement pas trouvé. Alors, t'as des gens qui disent, c'est que t'es un mauvais commercial, parce que si t'arrives pas à convaincre quelqu'un de ton projet, c'est que ton projet, il est pas bien ou que tu sais pas le vendre. Je pense que la vie est quand même un peu plus compliquée que ça. Mais ça m'a manqué vraiment à plusieurs moments. Et en même temps, je vais pas ne pas faire quelque chose parce que je suis seule. Donc, j'ai quand même avancé. Et voilà, mais c'est vrai que je conseille... Enfin, nous, tu vois, j'en parle là, c'est pas encore fait. Mais de toute façon, on va être obligé de le faire. C'est que je veux absolument donner des BSPCE à toute l'équipe. Donc, c'est des actions... qui sont payantes ou gratuites selon pas mal de modèles. Mais ouais. Ce qui est chiant, c'est que comme on a fait des BSAR, en fait, c'est un peu plus compliqué que prévu pour réussir à décrocher un pool de BSPCE. Mais bon. Ça coûte cher en avocat. Ça coûte cher Non, c'est plus, en fait, comme les BSA, c'est des droits d'avoir des parts, en fait, qui est vraiment dilué par les BSPCE. Ça, c'est un peu compliqué. Et je sais pas si tu as vu, mais les commissaires aux comptes, cet été, ont fait un truc fantastique. C'est que la loi Pacte était censée simplifier tout ça. Sauf que comme ils ont perdu des parts de marché, ils ont fait du lobbying à côté pour récupérer d'autres marchés, et ils ont récupéré notamment le marché des BSPCE. Donc moi, je me retrouve à devoir nommer un commissaire aux comptes pour avoir le droit de donner des actions. Ah oui, je suis là-dedans aussi, puisque nous, on donne des actions à nos employés. En fait, il faut un commissaire aux comptes maintenant pour donner le prix de l'action. Pour faire un commissaire, pour faire la valorisation. Exactement. Et voilà, donc Laure trouve quelqu'un, mais en fait, je sais pas si Laure, elle aurait trouvé quelqu'un. Et plus jeune, si en école, moi j'ai parfois l'impression d'avoir perdu du temps à faire des choses inutiles. On faisait beaucoup de soirées en école de commerce, on faisait des projets avec peu de sens parfois. Et je me dis, mais putain, tout ce temps, j'aurais pu faire des choses beaucoup plus intéressantes, j'aurais pu lancer des projets plutôt qu'être dans tous ces moments un peu vides, tu vois, parce que tu te cherches. Je pense qu'on... Oui, tu grandis, il y a beaucoup de représentations, de social, de choses comme ça. Souvent, en plus, t'as plein de gens qui viennent de différentes villes, de différentes choses, t'as des strates, des choses. C'est peut-être aussi un apprentissage de la société, tu vois, j'imagine. J'ai l'impression d'être un peu perdu parfois dans des choses qui servent à rien aujourd'hui, où je me dis, j'aurais pu me donner plus de sens à ce que je faisais. Mais bon. Mais je reviens sur ce premier point, sur le côté seul. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que je suis vraiment, je crois, un team player. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des super associés et d'en avoir eu d'autres avant d'ailleurs. Mais là, à l'origine, on est 4 à avoir fondé Cosa Vostra. Même si c'est une entreprise que j'avais fondée tout seul à un moment, ils m'ont rejoint au fur et à mesure et c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout seul, en fait. J'ai besoin de partager mes craintes, mes idées, mes peurs, mes wins. Tu vois, c'est T'es pas tout seul dans le sens qu'aujourd'hui, je vais chercher des super managers et que je fais en sorte qu'aussi ils considèrent que ce soit un peu leur bébé et tout. Par contre, à la fin de la journée, sur certaines décisions, t'es quand même un peu seul, malheureusement. Mais
tu vois, je me suis tellement mouillée financièrement aussi et personnellement au cours de 4 années que c'est assez dur maintenant. Tu vois, tu peux pas faire venir quelqu'un aujourd'hui en mode cofondateur, associé, 50-50. Tu peux pas réécrire cette histoire. C'est pas possible. Par contre, si demain j'ai une autre histoire, de par le réseau que je me suis créé, de par les gens avec qui j'ai pu commencer à travailler, je vois bien que je pourrais structurer les choses différemment, compléter ce que je sais faire par d'autres profils. Écoute, je suis assez d'accord sur ce point, mais vraiment, je tiens à dire que je suis assez impressionné par ces personnes dont tu fais partie qui entreprennent seules et qui arrivent à continuer sur la totalité. On peut sur la totalité de leur aventure, en tout cas. Aujourd'hui, tu as combien de la boîte, à peu près ? J'ai plus de la majorité, mais... D'accord, voilà. Très bien. Où est-ce qu'on te contacte ? On peut t'ajouter sur LinkedIn ? Ouais. Sur LinkedIn, j'aime bien quand les gens ils mettent un petit message pour expliquer pourquoi. Sinon, parfois, j'accepte pas forcément tout le monde quand j'ai peur que ce soit du démarchage. Mettez parce que vous avez écouté le podcast, comme ça. Oui, voilà. Comme ça, tu pourras pas dire non. Après, sur Insta, oui, mais je suis pas toujours hyper réactive sur Instagram. Donc, Laure Bougain à chaque fois et Ocaran, la marque. Laure Bougain. Bougain. Mais je me sens un peu oppressée par les réseaux sociaux de temps en temps, donc parfois je réponds pas tout le temps, mais on a entre les mails. T'es dans un mode slow quand même, slow business. Moi je vis à Nantes une bonne partie de la semaine. Ah mais attends, il y a plein de gens à Nantes qui sont en mode speed, j'en suis certain. Je pense pas que je puisse. Attends, je vais me faire défoncer si je commence à faire ce genre de clivage là, mais je veux dire, même dans t'as un ton posé, t'as un... c'est nos stress. Ouais. Moi, ce que je dis aux équipes, quand parfois ils sont un peu en situation de stress à la rentrée, par exemple, c'est on fait pas des opérations d'enfants à cœur ouvert. Voilà, on fait de la cosmétique. On va pas... C'est pas grave. Il y a des gens, tu leur réponds pas au bout de 24 heures, ils te renvoient un email. J'imagine que... il y a des gens qui font de la mode, qui sont... dans tous les sens, tu vois. Oui, des hystériques. Mais on va pas se donner un ulcère pour ça. Faut prendre le temps des choses. Et pour les boîtes, c'est un peu pareil. On n'est pas dans une course. Ce qu'il faut, c'est faire les choses bien. Et donc, oui, prendre le temps. Et si je vais mettre une semaine de plus à vous répondre parce que j'ai eu trop de messages, je mettrai une semaine et c'est pas très grave. Ou 2 ou 3 d'ailleurs. J'en profite, tu vois. Donc c'est pareil pour moi. Il y a plein de gens qui ne me répondent pas, je relance. Voilà, si vraiment c'est important. En fait, sinon, c'est un peu comme si tous les gens dans la rue t'arrêtaient et disaient bonjour et te parlaient. C'est bizarre, tu vois. Maintenant qu'on a des emails et des Instagram et des LinkedIn, parce que j'ai envoyé un message, tu dois me répondre. En fait, non. Je suis complètement d'accord. C'est pas un dû. Ouais, c'est pas un dû. En effet. Et c'est un truc qui est très compliqué dans la gestion, notamment des mails et tout ça. Je suis complètement d'accord. Sur cette belle phrase de fin, je crois que je vais te remercier pour tout ça une fois de plus. Merci à toi. Et puis je souhaite longue vie à Ocaran parce que c'est une belle marque. Dire je vous aime en breton. Oh, c'est beau. Ça, c'est une meilleure manière de finir ce podcast avec ces beaux produits et puis cette belle Laure qui est en face de moi qui nous dit tout ça. Je suis ravi de t'avoir reçu. On essayait de se voir, on s'est un peu croisés cet été, mais d'avoir fait ça enfin. On fera un podcast où tu me parleras de toi. Écoute, c'est gentil. Parce que du coup, comme ça, j'en saurai plus. Écoute, on me l'a demandé pas mal ces derniers. Alors, je sais pas si ce sera diffusé avant, après, mais c'est potentiellement le projet que je vais faire pour la 100e. Et on est en train d'organiser un petit peu ça. Mais voilà, ça demande beaucoup de réflexion parce que en fait, je dis à tout le monde, c'est facile, viens dans mon podcast, tu verras, il n'y a pas de stress, etc. Mais moi, j'ai pas très envie de le faire, moi. Toute nue. Écoute, et moi j'y crois très fort et puis fais une levée de fonds sinon. Mais peut-être que non, oui, puisque Kickstarter, tout ça, non, sur les plateformes françaises, ils te laisseront. Non, mais j'ai pas. Là aujourd'hui, on est bien suivi sur la partie investissement, c'est pas trop le sujet c'est pourquoi en fait. C'est pas tant lever de l'argent, c'est pourquoi faire. Là, j'ai quelques très beaux projets que je veux lancer, mais qui sont un peu ambitieux. Mais donc structurer l'équipe parce que le RH c'est le plus important d'abord. Bien définir les projets et puis ensuite on ira chercher de l'argent. Et on a bien compris que le fond de Ocaran, il y a un aspect marketing qui est autour du cannabis sur lequel tu joues un petit peu, mais on est vraiment, et c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui, que j'avais pas totalement senti, c'est vraiment
Et je pense que c'est important, ton approche slow business, slow réseaux sociaux, slow life et même, tu vois, le temps que tu prends pour développer tout ça, parce que tu as parlé de la sustainability, donc le durable, le responsable, et voir 99, combien tu as dit de produits d'origine entre 96 et 100%. D'accord. Avec en plus une boîte en cannabis. Enfin, tout ça, c'est bien travaillé jusqu'au bout. Et moi, j'adore ces démarches qui sont très modernes. Donc, allez, bravo, à bientôt, Laure. Et on vous aime. et moi aussi, je vous aime et je vous remercie de m'envoyer autant de messages. Et puis, j'arrête. Vous mettez toujours plein d'étoiles. Continuez, partagez et à bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.